Module 4. Les impératifs pour investir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Acheter un immeuble et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. Parce que pour investir en immobilier, il y a des points obligatoires à connaître. Dans ce module, vous allez apprendre plusieurs choses importantes. Vous saurez ainsi ce que vous devrez faire de votre cash flow. L'importance de votre premier achat, il sera capital par la suite. Vous saurez également qu'il faut penser comme un robot, puisqu'on achète des mètres carrés et non de l'affect. Enfin, vous comprendrez l'importance d'acheter à deux lorsque vous êtes en couple. Que faire de votre cash flow ? Voici l'une des premières questions qu'il faudra se poser si vous souhaitez investir en immobilier. Entre autres questions importantes, celle-ci est primordiale, car c'est de cette réponse que vous allez savoir si vous pouvez enchaîner les biens ou non. Quand on vous dit « devenez rentier avec l'immobilier avec 1000, 2000 ou 3000 euros », c'est du bullshit, puisque vos premiers revenus immobiliers ne sont pas faits pour vous permettre de quitter votre travail. Ils sont là pour vous aider à réinvestir plus facilement. Certes, vous souhaitez devenir rentier en immobilier, et c'est une très bonne chose. Mais quand je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette formation, soyez assurés qu'on n'est pas rentier en immobilier avec des miettes de pain. Pour être rentier immobilier, pour moi, il faut un grand minimum gagner 5000 nets de cash flow après impôt, mais c'est le minimum. Atteignez 10 000 par mois et vous serez tranquille, et vous pourrez vraiment être rentier en immobilier tout en pouvant réinvestir une bonne partie de ce revenu. Pourquoi ne puis-je pas être rentier avec 1000, 2000 ou 3000 euros de cash flow net ? C'est tout simple. Si vous touchez 3000 euros de cash flow net et que cet argent vous permet de vivre, c'est de l'argent qui ne sera donc pas réinvesti. Ça sera de l'argent perdu. Comme je l'ai dit plus tôt, l'argent est un moyen permettant d'investir. Si vous l'utilisez pour vivre, il n'aura rien rapporté. C'est pourquoi il ne faut jamais quitter son emploi pour ceux qui en ont un, puisque c'est lui qui va vous permettre de vivre. Ensuite, tout le cash flow que vous générez avec vos biens immobiliers doivent être réinvestis encore et encore jusqu'à atteindre le 5000 de cash flow par mois. Vous pouvez réinvestir ce cash flow en immobilier, mais également en bourse. Le but, c'est que cet argent fasse des petits euros pour grimper les échelons jusqu'à l'indépendance financière. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de réinvestir du cash flow sachant que j'emprunte à 110%, le bien plus les frais de notaire plus les travaux? Alors oui, le 110%, vous pouvez le faire lorsque ce sont des biens à 50 000, 100 000, 200 000 et que votre encours bancaire n'a pas dépassé les 700, 800 ou 900 000. Mais vous allez voir qu'ensuite la banque voudra des garanties lorsque vous enchaînez les biens. À un moment, vous devrez mettre un apport de 10, 15, 20% et c'est exactement à ça que devra servir votre cash flow. Réinvestir pour gagner plus et on en parlera plus bas. Le premier achat est le plus important. Vous le savez maintenant, en France, l'échec est interdit. Et la réussite est montrée du doigt. Mais il vaut mieux être montré du doigt que fiché par les banques. Et pour cela, vous n'avez qu'une seule solution en immobilier. Réussir votre premier achat. Ce passage est important pour tous les investisseurs immobiliers, mais encore plus pour ceux qui achètent un immeuble de rapport pour leur premier bien. Parce que s'ils ont mal fait les choses, il sera très compliqué de se relever par la suite. Autant on peut se relever d'un appartement foireux, mais pour se relever d'un immeuble de 5 appartements, ça va être très compliqué de s'en sortir. En effet, si vous réussissez votre premier achat, il sera beaucoup plus simple d'enchaîner les biens par la suite, puisque vous aurez le triple bonus. Petit 1, votre revenu global du foyer qui va augmenter. Petit 2, vous aurez une capacité d'emprunt qui augmentera grâce à votre taux d'endettement qui diminuera. Petit 3, vous aurez la confiance de la banque. Et ça n'a pas de prix. Lorsqu'on a une banque qui nous suit, on ne lâche pas. Ça veut dire quoi réussir son premier achat ? C'est très simple. Aux yeux de la banque, réussir votre premier achat, c'est que vous puissiez rembourser toutes vos mensualités, tout en n'ayant rien à sortir de votre poche. Ainsi, la banque voit que vous êtes un bon gestionnaire, que vous savez trouver les bons produits. Elle vous fera confiance. Vous gagnerez plus d'argent que ce que vous coûte votre loyer. Et en plus, votre endettement diminuera. Ainsi, vous pourrez enchaîner les biens.
Prenons 2 personnes qui achètent un immeuble de 5 appartements à 224 000, tout compris. Les studios se louent 300 €. Je ne rentre pas dans les détails volontairement pour faire un exemple simple. Les charges TF, les assurances, les frais divers représentent environ 200 € par mois. Voici les exemples. Julie, elle a fait son étude de marché pour savoir où acheter et où ne pas acheter dans la ville. Elle a acheté l'immeuble au centre-ville. Elle loue ses studios sans problème. Sans vacances locatives, ces 2 studios lui rapportent environ 18 000 € de loyer annuel, 1 500 € par mois, soit une rentabilité brute d'environ 8,20%. Julie a environ 1 100 € de crédit par mois. Il lui reste environ 1 500 moins 1 100 moins 200 égale 200 € net après impôt de cash flow. Elle ne paie pas d'impôt car elle a fait des travaux. Roger a acheté l'immeuble au centre-ville mais il n'a pas fait d'études de marché. Il loue ses studios avec plus de mal. Les locataires ne restent pas très longtemps. 3 mois maximum, ce qui fait 2 mois de vacances locatives par an, car il perd environ 2 semaines pour trouver un locataire à chaque fois. Ces 5 studios lui rapportent environ 15 000 € de loyer annuel, 1 200 € par mois, en incluant la vacance locative, soit une rentabilité brute d'environ 6,8%. Roger a environ 1 100 € de crédit par mois. Il lui reste environ 1 250 moins 1 100 moins 200 égale moins 50. Il doit rajouter 50 € de sa poche chaque mois. 2 mois de vacances, ça peut paraître peu, mais en réalité, ça va très vite. C'est presque 20% de loyer de perdu pour rien. Tout ça pourquoi ? Puisqu'il n'a pas fait son étude de marché correctement. S'il l'avait faite, il aurait vu que les locataires sont moins intéressés de louer dans sa rue puisqu'il y a plusieurs kebabs, ce qui provoque une forte nuisance sonore la nuit. Il faut donc faire très attention car Roger est dans une très mauvaise situation. Avec un cash flow négatif, il doit rajouter de l'argent chaque mois pour combler son crédit. Son banquier se rend compte de son erreur et ne lui prêtera plus d'argent. Julie, en revanche, sort un cash flow positif chaque mois. Donc son taux d'endettement a diminué et la banque lui fera confiance pour des prochains investissements. Ne pas avoir d'affect. Contrairement aux personnes lambda qui cherchent leur résidence principale ou à des investisseurs classiques, vous n'êtes pas un humain. Vous n'avez pas d'émotion. Vous n'avez pas d'affect. Il faudra raisonner comme un robot, c'est-à-dire analyser les données, uniquement les données et rien que les données. Le reste, on s'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Un couple lambda va regarder la déco du salon, le sol de la chambre, la taille de la salle de bain, si la cuisine est au goût du jour, si la chambre est assez grande pour mettre son dressing. Bref, toutes les banalités qui feront que ce sont les émotions qui vont primer et non l'objectivité. Que vous soyez un investisseur rentable qui a des biens ou pas encore, il faut retenir cette chose importante. Que ce soit moche ou beau, on n'en a rien à faire. Le plus important, c'est la faisabilité de votre projet. Tout le reste, ce n'est pas important. La beauté d'un bien ne veut rien dire. On en parlera en détail dans le module visite d'un immeuble. Mais voici quelques pistes. Vous voici en mode robot on. Voici ce que vous devez vérifier lorsque vous visitez un bien. Sachez que plus c'est moche et plus c'est pour vous. Si vous souhaitez faire une colocation par exemple, il faudra vérifier s'il est possible de créer plus de chambres en divisant le salon. Il faudra vérifier si on va pouvoir créer des salles de bain, si on peut diviser un 50 m² en 2 studios. Il faut vérifier la faisabilité en fonction des évacuations à créer. Tout le reste, on s'en fiche. Seule la partie technique est importante. On achète uniquement des mètres carrés. Pour aller encore plus loin dans le raisonnement de l'affect, il faut se dire qu'on achète uniquement des mètres carrés. Ce qui signifie qu'il ne faut pas mettre d'affect dans la beauté du bien, mais également sur la rentabilité d'un bien. En effet, un investisseur n'achète pas une rentabilité, il achète des mètres carrés. La rentabilité est juste une information qu'il faut exploiter pour en tirer des analyses, mais rien de plus. Pourquoi je fais cette remarque ? Très souvent, l'une des informations les plus utilisées par les investisseurs lorsqu'on veut savoir si un bien est intéressant, c'est sa rentabilité. Imaginez trouver un bien de 50 m² à 120 000 €. Le loyer mensuel hors charge est de 1 000 €, soit 12 000 € par an, ce qui donne une rentabilité brute de 10%. Comme ça, sans chercher plus loin, on se dit que c'est une très bonne affaire. Oui, mais en fait non, il ne faut pas regarder que ça. On a acheté un immeuble de 50 m² à 120 000 €, soit 2 400 € le mètre carré. Mais en fait,
Le prix moyen au mètre carré dans la ville est de 1 200 €. Partons sur le fait que le bien soit dans un état moyen, qu'il vaut le prix du marché. Le bien aurait dû donc me coûter environ 60 000 €. J'ai donc payé 60 000 € de trop pour ce bien. Est-ce grave ? Selon moi, oui. Imaginons que demain, vous avez un souci, quelle que soit la raison. Vous avez besoin d'argent rapidement. Vous souhaitez donc revendre le bien rapidement. Sachant que vous avez acheté le bien 2 fois plus cher que le prix du marché, vous n'arriverez pas à le revendre, sauf à un pigeon qui ne regarde que la rentabilité, puisque vous êtes beaucoup trop cher. La seule solution, c'est de le revendre beaucoup moins cher, et vous aurez perdu de l'argent. Certes, c'est caricatural, mais c'était pour bien expliquer le problème. Ce cas ne sera pas courant sur un bien classique, mais sur un bien que vous achetez 200 € plus cher au mètre carré que le marché. Et en plus, vous faites des travaux, eh bien, vous serez hors marché. Attention, si vous êtes sûr de ne pas vendre durant 10-15 ans, vous pouvez faire le choix de faire ça. C'est à vos risques et périls, mais moi, je ne le ferai pas. J'ai eu un cas concret il y a quelques jours. Un agent immobilier est venu me proposer un immeuble en état correct à Échirolles, le quartier sud de Grenoble. Le bien fait 1000 m² habitables, il y a 80 studios environ, vendu à 2,5 millions pour 290 000 de loyer annuel. À première vue, on se dit que c'est une super affaire, mais en fait, le prix moyen au mètre carré est de 1 700 € dans la ville, alors que le bien est vendu 2 500 € le mètre carré. Demain, si j'ai le moindre souci, même à la découpe, je ne récupérerai jamais ma mise. Et encore pire, si je fais quelques travaux. Comme j'ai dit dans un module précédent, il faut toujours acheter en dessous du marché. On achète des mètres carrés, pas une renta. Garder son cash, emprunter au max. On a dit ce qu'on faisait de son cash flow, le réinvestir dans l'immobilier. Mais ici, on va aller encore plus loin en essayant de garder son cash au max. Certes, à partir d'un certain encours ou lorsque c'est un gros projet, il faudra mettre un apport. Mais au début, vous avez la chance d'être de première fraîcheur. En effet, pour des petits projets moins de 300 000, vous pouvez facilement emprunter un maximum d'argent sans mettre le moindre apport, même les frais de notaire. C'est toujours un peu plus compliqué au début, lorsqu'on débute de devoir mettre de l'apport, car 10, 15, 20 000 €, c'est beaucoup quand on est jeune. On préférerait les avoir dans la poche. Alors c'est pourquoi je vous conseille, tant que vous le pouvez, d'emprunter un maximum d'argent et de garder votre cash dans les plus gros projets où vous devrez mettre de l'apport. Ainsi, vous ne serez pas bloqué. De plus, en attendant, rien ne vous empêche de placer cet argent en assurance vie par exemple. En bon père de famille, avec des petits rendements, mais qui ne dormiront pas sur votre compte pour rien. Demain, le projet de votre vie arrive avec plusieurs années d'investissement immobilier. La banque vous demande 10% ou 20% d'apport. Eh bien, vous serez enclin à sortir cet argent sans sourciller. Investir à deux lorsqu'on est en couple. Je ne conçois pas un couple dont seule une personne investirait en immobilier et l'autre n'y mettrait pas son nez. Pour moi, ce n'est pas possible. L'immobilier, ce n'est pas un business comme un autre. Dès lors qu'on commence à investir en immobilier, en étant rentable, en voyant du cash flow rentrer tous les mois, tout cela devient une vraie passion. Quelque chose qui prend aux tripes. Vous vous coucherez en pensant à l'immobilier. Vous vous réveillerez en pensant à l'immobilier. Vous passerez vos journées à faire des calculs de rentabilité. Est-ce que j'ai pensé à mettre les charges de copro dans mes calculs ? Est-ce que je vais bien réussir à louer facilement ? Comment je vais en parler à ma famille ? Bref, ce sont des questions que vous vous poserez toute la journée. Et si vous êtes en couple, vous devez absolument partager ça avec votre conjoint. Si seulement une des deux personnes du couple investit et pas l'autre, ça va causer pas mal de soucis dans le couple, car l'un sera trop pris par sa passion et l'autre ne comprendra pas ça. Le couple doit investir ensemble. Avant de commencer à investir, il faut au moins lui en parler, lui expliquer et si elle veut bien faire partie de l'aventure, l'intégrer dedans. Par exemple, avec ma femme, nous sommes complémentaires. Je gère tout ce qui est les travaux, la compta, et ma femme s'occupe de tous les locataires et de la partie gestion administrative. Voilà comment faire durer un couple lorsqu'on fait de l'immobilier.